L'acquisition de beurre par la plupart des consommateurs se fait presque automatiquement. Une évaluation rapide de la teinte, une estimation du coût et le choix se portent invariablement sur le produit qui évoque le plus de familiarité. Le processus semble simple jusqu'à ce que l'on examine de plus près comment certains de ces produits se sont distancés de l'aliment authentique qu'ils prétendent être. Ce qui semble être du beurre peut en réalité se comporter comme un mélange crémeux, fondant trop rapidement, ayant un goût insipide ou laissant des résidus qui ne devraient pas être présents. Même si les rayons dédiés aux produits premium conservent leur aspect inchangé, le contenu des emballages a subi des transformations imperceptibles pour la plupart des acheteurs. Les réductions de temps de battement, les mélanges déguisés en tradition et les couleurs artificiellement intensifiées pour donner une fausse impression de naturel contribuent à accroître la confusion. Alors que certaines marques préservent leurs normes ancrées dans des techniques artisanales et la traçabilité de l'origine du lait, d'autres exploitent la confiance des consommateurs pour masquer les carences. Dans ce contexte, cette produit à éviter se démarque et d'eux qui justifient encore leur présence dans les rayons, révélant les petits détails qui séparent l'authentique du simplement similaire. Le premier cas analysé est celui du beurre non salé Anker. Il y a quelque chose de intrinsèquement reconnaissable dans sa saveur, mais cela ne se concrétise jamais pleinement. Une fois coupé, la texture suggère une promesse. La surface lisse et légèrement brillante évoque l'attente d'un profil gustatif traditionnel. Il s'étale facilement sur le pain chaud, formant une couche délicate. Une douceur subtile se dégage, presque discrète, suivie d'une légère touche d'onctuosité qui n'évolue cependant pas, comme si la saveur perdait de sa force avant d'atteindre son apogée. L'arrière-goût est doux mais retenu, exprimant un sentiment d'hésitation. Il semble se souvenir de ce qui était autrefois, mais ne s'engage pas à le reproduire. Cette incertitude devient plus évidente par rapport aux souvenirs évoqués par la marque dans le passé. Il y a quelques années, la version salée donnait au pain grillé une sensation douillette, avec une crème plus riche et une fonte plus progressive, ainsi qu'une richesse qui persistait au bord du palais. La version sans sel, à son tour, reflétait cette même profondeur, transformant un simple morceau de pain en quelque chose de plus élaboré. Pourtant, sous ses souvenirs, la version actuelle se révèle plus légère, presque éthérée, comme si elle ne faisait qu'esquisser ce qu'elle devrait être. Ce changement ne se limite pas à la nostalgie. Lors d'une dégustation à l'aveugle menée par l'équipe culinaire du Guardian, le beurre non salé n'a reçu que 2 étoiles sur 5, étant décrit comme onctueux et discret au point de presque disparaître. Dans une autre évaluation, réalisée par un périodique britannique, la version salée a été considérée comme savoureuse, mais peu rentable, puisqu'un paquet de 200 grammes coûte plus cher que les options de 250 grammes avec des performances supérieures. L'ensemble de ces tests traduit une perception partagée par de nombreux cuisiniers à domicile, une marque au nom établi qui ne justifie pas toujours sa position dans les rayons. Les commentaires sur les forums spécialisés renforcent cette impression. Un consommateur a déclaré que le produit était autrefois plus plein, mais que son volume semble maintenant avoir été réduit. Un autre a noté que cela reste acceptable, même si cela ne vaut pas son prix. Un chef pâtissier a ajouté que la texture est idéale pour les pâtes, mais que la saveur se dissipe à la cuisson. Aucune de ces critiques n'est cinglante, ce ne sont que de petites notes de ceux qui s'attendaient à une plénitude qui ne s'est pas concrétisée, trouvant à sa place une version atténuée et moins expressive. Le ton n'est pas celui de l'indignation, mais d'une perplexité discrète, comme si chacun constatait le même changement progressif, l'attribuant toutefois à une éventuelle faille dans sa propre perception. En apparence, Anker véhicule toujours la fiabilité. Le packaging conserve son identité visuelle réconfortante, le nom de la marque continue d'être associé à la tradition et la couleur fait référence au classicisme. De plus, sa tartinabilité est impeccable. Cependant, lorsqu'on s'intéresse à ce que le beurre apporte réellement à l'aliment, une réalité différente se révèle. La saveur manque de corps, l'arôme est éphémère et la note crémeuse se dissipe rapidement. Cet écart entre les attentes et la livraison devient encore plus évident lorsque l'on considère le prix, surtout face à des options plus économiques qui offrent un profil gustatif plus défini. Le problème n'est pas qu'Anker se soit détérioré, il occupe simplement un espace intermédiaire, dans lequel ni la richesse ni la valeur ne se détachent. Il fonctionne adéquatement dans des préparations simples et s'étale facilement au petit déjeuner, mais sa saveur est atténuée, comme un écho de ce qu'elle était autrefois. Et les échos, aussi agréables soient-ils, ne remplacent jamais le son originel.
Après chaque dégustation, il ne reste pas une déception, mais une question silencieuse et sans réponse. Combien de temps un nom établi peut-il rester en mémoire lorsque la saveur ne le soutient plus? Le deuxième exemple est le beurre non salé de Tesco, dont le bloc pâle offre peu de résistance à la coupe. On attend un instant qu'un doux arôme se dégage, mais rien n'apparaît, comme si la saveur elle-même avait choisi de rester silencieuse. Ce premier contact anticipe souvent la vérité avant même que le pain n'arrive à table. Le beurre non salé de Tesco a bâti sa réputation sur son prix abordable, mais la notion de valeur perd son sens lorsque son attribut principal, la saveur, est à un niveau presque imperceptible. Dans une revue aveugle récemment publiée par l'équipe culinaire du Guardian, le produit n'a reçu que 2 étoiles sur 5, le plaçant au bas d'un groupe comprenant des marques de supermarchés et haut de gamme. Pourtant, le verdict n'a pas été sévère, le panel l'a simplement évalué, neutre, une manière polie de dire qu'il ne déçoit pas mais n'élève pas non plus l'expérience. Cette neutralité devient plus évidente lorsque le beurre est étalé sur le pain chaud, une légère couche brillante se forme, accompagnée d'une légère touche crémeuse. Cependant, la saveur se stabilise presque immédiatement, laissant un vide où la richesse devrait s'épanouir. Lorsqu'il est appliqué en couche mince, il se dissipe, lorsqu'il est utilisé en plus grande quantité, il ne s'intensifie toujours pas. Dans l'ensemble, l'expérience rappelle davantage une graisse fonctionnelle qu'un ingrédient central de la cuisine. Les butyros sont censés offrir du corps, de la chaleur et un léger stimulus à l'appétit, mais ce produit s'affirme rarement avec conviction. Le problème transcende la saveur. Le beurre non salé repose uniquement sur ses caractéristiques laitières naturelles, car l'absence de sel empêche la douceur ou l'arôme inhérent d'être amélioré. Lorsque ce profil de base s'avère insuffisant, la carence devient évidente. La version de Tesco se concentre tellement sur la subtilité qu'elle finit par tomber à plat, surtout par rapport à d'autres options dans la même gamme de prix. Sa texture s'adoucit rapidement à température ambiante, ce qui pourrait suggérer une onctuosité, mais la saveur sous-jacente est faible, presque diluée. Dans les préparations culinaires simples, il remplit sa fonction, dans les recettes de confiserie, il se comporte de manière prévisible. Mais dans toute application qui repose sur une source de saveur, comme une pâte feuilletée ou un simple pain grillé lors d'une matinée lente, l'écart devient difficile à ignorer. Cette déficience se manifeste de manière subtile dans la vie de tous les jours. Un pâtissier, en pétrissant la pâte, constate que l'arôme ne s'intensifie pas. Un cuisinier, en faisant sauter des légumes avec un peu de beurre, s'aperçoit que la poêle ne dégage qu'une odeur de chaleur et non celle de lait. Quelqu'un qui prépare des toasts ressent rapidement le besoin d'ajouter plus de beurre, en espérant que la saveur se conjugue enfin. Chacun de ces individus a tendance à l'attribuer à un sort plus léger, à une perception déformée ou à la précipitation du moment. Cependant, ces petites observations, dans une émulsion fragile, en laissant des bords pâles là où ils devraient dorer. Le résultat n'est pas forcément mauvais, mais il révèle une absence, la capacité à transformer l'aliment, à lui donner cette subtile couche de complexité que seule la matière grasse laitière, dans son intégrité, est capable d'apporter. Le problème ne réside donc pas dans un défaut technique, mais dans un choix de conception. La formulation privilégie la fonctionnalité immédiate, facilité d'étalement, tenue en conservation, adaptation aux différentes températures au détriment de ce qui définit la valeur sensorielle du produit. Lorsque l'on réduit la proportion de beurre et que l'on introduit des huiles végétales, de l'eau et des émulsifiants, on n'obtient pas une version simplifiée de l'original, mais un substitut qui fonctionne selon des logiques différentes. La rapidité avec laquelle ils font, le manque de caramélisation et la dilution de la saveur ne sont pas des défauts accidentels, mais des conséquences prévisibles d'une composition qui a renoncé, dès le début, à reproduire les propriétés de la matière première qu'elle cherche à évoquer. Il y a cependant un paradoxe dans cette ingénierie. Le consommateur, lorsqu'il achète un produit labellisé, à tartiner, et positionné aux côtés des beurres traditionnels, espère trouver une alternative qui préserve, même partiellement, les qualités de l'original. Cependant, ce qui est présenté est un composé dont les caractéristiques, la texture uniforme, la résistance à la séparation, la réponse prévisible à la chaleur sont en fait les attributs d'un système industrialisé et non d'un dérivé laitier. La douceur, dans ce contexte, n'est pas un raffinement, mais une neutralisation. Et la commodité, bien que réelle, s'accompagne d'un coût sensoriel rarement précisé au moment de l'achat. Le cas Lurpak illustre ainsi un phénomène plus large,
la tension entre les attentes créées par la marque et la réalité matérielle du produit. Le packaging, au design sobre et aux références visuelles au monde du beurre, suggère une continuité que la composition ne supporte pas. Lorsque le consommateur ouvre le couvercle, il ne trouve pas un beurre plus malléable, mais un produit qui se comporte comme un hybride ni entièrement laitier ni entièrement végétal, mais un juste milieu calculé pour répondre aux exigences logistiques et commerciales. La question qui se pose n'est donc pas de savoir si le produit remplit sa fonction de base, mais si la fonction qu'il remplit est celle que recherchait effectivement le consommateur. En fin de compte, l'expérience des produits à tartiner Lurpak révèle un schéma récurrent sur le marché des substituts laitiers, la promesse d'une solution pratique qui, examinée de près, s'avère être une solution à des problèmes que les consommateurs ne reconnaissent pas toujours comme les leurs. La facilité d'utilisation, la durabilité et la consistance sont des avantages tangibles, mais leur prix, la perte de profondeur, la simplification de la saveur, la réduction de la capacité de transformation de l'aliment est payé en monnaie sensorielle, souvent sans que l'acheteur soit pleinement conscient du taux de change. La question demeure donc, dans quelle mesure la commodité justifie-t-elle de renoncer à ce qui, après tout, devrait être le cœur de l'expérience, le plaisir d'un ingrédient qui non seulement sert, mais qui enrichit également. L'effet fournisse. Dans une poêle chauffée, le comportement du produit devient encore plus différent. La graisse fond rapidement, mais sans la viscosité caractéristique du beurre traditionnel, ce qui entraîne un film superficiel qui n'adhère pas aux aliments avec la même intensité. L'arôme, bien que présent, se dissipe facilement, comme si l'essence de l'ingrédient se volatilisait avant d'atteindre sa plénitude. La douceur subtile, si associée au beurre de qualité, apparaît ici atténuée, presque comme un écho lointain, incapable de soutenir la complexité attendue d'un produit qui vise à évoquer des souvenirs gustatifs. L'expérience sensorielle devient alors fragmentée. Incorporé dans les préparations culinaires, le mélange remplit sa fonction technique lubrifiant, émulsionnant, conférant de la texture mais ne parvient pas à établir une forte présence. Dans les plats salés, comme les purées ou les légumes sautés, l'absence d'un profil aromatique robuste devient évidente, la saveur, bien qu'agréable, reste contenue, sans pouvoir élever l'ensemble. Dans les applications sucrées, comme les pâtes ou les crèmes, la douceur naturelle du beurre est remplacée par une neutralité qui, bien que non désagréable, n'offre pas la même profondeur. Le résultat est un sentiment d'intégralité incomplète, comme si le produit n'exploitait que la moitié de son potentiel. Le packaging, à son tour, renforce cette dissonance entre attente et réalité. Les teintes vertes et la typographie douce évoquent un lien avec la nature et la tradition, tandis que la liste des ingrédients transparente mais souvent ignorée expose le caractère artificiel de l'équilibre atteint. Il ne s'agit pas d'une erreur délibérée, mais d'une stratégie de communication qui privilégie l'association émotionnelle plutôt que la précision technique. Le consommateur est invité à projeter un récit de simplicité et d'authenticité sur le produit, même si sa composition révèle un processus industriel méticuleusement calculé pour répondre aux exigences de praticité et de coût. Cette tension entre forme et fond se manifeste encore plus clairement lorsque le produit est soumis à des conditions qui nécessitent des performances au-delà des conventions. Dans les recettes qui dépendent de la capacité du beurre à incorporer de l'air comme la pâte feuilletée ou la crème fouettée, le mélange présente des limites structurelles. L'émulsion, bien que stable, ne retient pas la même quantité d'air, ce qui entraîne des textures moins aérées. Dans les procédés de caramélisation, l'absence de graisse laitière pure empêche la formation de composés aromatiques complexes, réduisant ainsi la richesse du résultat final. En fin de compte, on obtient un produit fonctionnel, mais qui ne transcende pas sa propre utilité. La question centrale ne réside cependant pas dans la qualité intrinsèque du produit, mais dans la nature des concessions qu'il représente. Remplacer les ingrédients traditionnels par des alternatives plus économiques et plus stables n'est pas, en soi, un problème, c'est une réponse logique aux exigences du marché contemporain. Ce qui est perdu, cependant, c'est la capacité de la nourriture à établir une relation plus profonde avec ceux qui la consomment. Le beurre, dans sa forme la plus pure, n'est pas seulement un véhicule de saveur, mais un élément porteur d'histoire, de technique et d'une complexité sensorielle qui défie toute simplification. Lorsque cette complexité est diluée au nom de la commodité, il reste un produit qui, bien qu'efficace, ne peut pas remplir l'espace qui lui est réservé dans la mémoire affective de ceux qui l'utilisent. Une richesse que seule la graisse naturelle peut apporter. On ne remarque ni la fraîcheur, ni la profondeur.
Ce qui est vécu est une commodité moulée dans quelque chose qui évoque la tradition, et c'est précisément dans cette similitude que réside la tension. L'emballage suggère un choix réconfortant, un retour à des repas plus simples, mais le contenu à l'intérieur est conçu pour assurer l'uniformité et non la personnalité. La longue liste d'ingrédients n'est pas, en soi, un problème, il fonctionne plutôt comme un signal. Un rappel que le récit présenté en surface ne correspond pas toujours à la substance qu'il contient. Le trèfle répond aux exigences de tartinabilité, de goût et de stabilité, mais ses avantages atténuent inévitablement la saveur que les consommateurs croient sauver. Un homme, dégustant des toasts chauds garnis du produit, l'a exprimé succinctement, « C'est bon, mais ce n'est pas ce dont je me souviens. » On dirait que le goût est parti ailleurs. Flora Original, quant à lui, a une longue histoire associée à des campagnes publicitaires mettant l'accent sur les bienfaits pour la santé, et la familiarité de ce message est devenue tellement ancrée dans la perception du public que beaucoup ne remettent plus en question la composition réelle du produit. Contrairement à sa réputation, le fait est sans équivoque, Flora n'est pas du beurre, mais un mélange formulé à partir d'huile de tournesol, de colza et de lin, unis par des émulsifiants, des stabilisants et des vitamines ajoutées. Le problème ne réside pas dans la présence de ces composants, mais dans l'écart entre ce que suggère le produit et ce que représente réellement sa formulation. Flora s'appuie fortement sur un langage qui évoque les bienfaits cardiovasculaires et le confort d'une origine végétale. Cependant, l'équilibre des huiles entrant dans sa composition suit une logique industrielle contemporaine, guidée par la conservation, la maîtrise des coûts et la résistance à la chaleur, au détriment de l'harmonie culinaire ou physiologique. Au-delà du discours sanitaire, cette différence génère une tension subtile entre attente et réalité, dissonance qui devient plus évidente à mesure que l'on analyse le comportement du produit dans l'organisme, et pas seulement dans sa présentation dans les rayons des supermarchés. Examiné d'un point de vue physiologique, le tableau prend des contours plus précis, quoique moins rassurants. L'huile de tournesol, par exemple, contient une forte proportion des oméga 6, et bien que ces acides gras soient essentiels en quantité modérée, un déséquilibre chronique entre oméga 6 et oméga 3 peut, avec le temps, favoriser un état d'inflammation de faible intensité, notamment lorsque les huiles végétales sont soumises à des chauffages répétés lors de la préparation des aliments. Les émulsifiants, tels que les mono- et diglycérides utilisés pour apporter texture et stabilité sont largement reconnus comme étant sûrs, mais des recherches récentes indiquent que leur consommation fréquente et prolongée peut affecter subtilement la muqueuse intestinale, altérant la barrière muqueuse qui protège les tissus. Ajoutez à cela la présence de stabilisants et de conservateurs, et l'organisme se retrouve face à un mélange optimisé pour l'efficacité industrielle et non pour la compatibilité biologique. Une voix fréquemment citée dans le débat public britannique sur le sujet, le Dr Michael Mosley, a déjà abordé la montée moderne des graisses ultra-transformées, notant dans des interviews à la BBC que le problème ne réside pas dans l'existence des huiles végétales elles-mêmes, mais dans la manière dont une exposition répétée à certains émulsifiants et combinaisons riches en oméga 6 peut modifier l'équilibre de ce que le corps s'attend à recevoir. Ce n'est pas un avertissement, mais un constat. La chimie de commodité est rarement aussi neutre dans l'organisme qu'elle le laisse paraître sur l'emballage. Lorsqu'on le compare au beurre traditionnel, la différence sensorielle reflète la distinction clinique. La flore fond rapidement, mais elle fond lentement, perdant son corps avant de pénétrer dans la nourriture. L'arôme est à peine perceptible et, lorsqu'il est répandu sur les légumes, il confère un éclat superficiel et non une véritable richesse. Dans une poêle, elle se comporte plutôt comme une huile neutre avec une légère touche laitière, une saveur qui plane sur les bords du plat sans jamais se décanter ni prendre de corps, une performance guidée par l'ingénierie qui la soutient. Ce qui est perçu n'est pas la profondeur, mais la fonctionnalité. Plus tard, un homme âgé est assis à une table près d'une fenêtre baignée par la lumière de l'après-midi. Il ouvre un nouveau pot de Flora, en sort une modeste portion et l'étale sur une tranche de pain avec la précision automatique de quelqu'un qui exécute le geste depuis des années. Il mange en silence, absorbé dans des pensées diffuses, inconscient de l'effort lent et continu que peut déployer son corps pour traiter un produit qui, bien qu'il semble inoffensif au toucher, se révèle sous la surface beaucoup plus complexe. Après avoir analysé ces 7 produits, un schéma commence à émerger, des noms familiers, des emballages familiers, des promesses répétées, mais presque tous façonnés davantage par la logique de production que par la profondeur que les consommateurs associent aux produits laitiers authentiques.
On voit alors combien chacun de ces mélanges s'appuie sur la mémoire affective, tout en proposant quelque chose de plus léger, dilué ou artificiellement prolongé. C'est précisément pourquoi la dernière étape de cette analyse est nécessaire. Il existe des beurres qui préservent encore leur essence, non pas de manière impeccable ou poétique, mais avec une honnêteté que d'autres ne peuvent plus soutenir. Tournons-nous maintenant vers ceux qui méritent leur place à la table des négociations. 8e sur la liste, le beurre biologique de YO Valley ne s'est jamais appuyé sur des gadgets. Sa réputation s'est construite discrètement, grâce à des certifications et à des années de rapports de consommateurs qui le décrivent non pas comme quelque chose d'extraordinaire mais comme quelque chose de prévisible et réconfortant, le genre de beurre qui se comporte simplement comme vous vous attendez à ce que le beurre se comporte. Tout au long de son histoire, la marque a accumulé des reconnaissances, telles que les Great Taste Awards, et maintient la certification de la SOI l'association, distinction importante car elle reflète les processus et pas seulement la présentation. YO Valley utilise du lait certifié biologique, provenant exclusivement de fermes britanniques qui adoptent l'agriculture de pâturage, avec des contrôles stricts sur l'alimentation, l'utilisation d'antibiotiques et la gestion des sols. Ce statut biologique n'est pas une simple caractéristique marketing, cela nécessite des chaînes d'approvisionnement entièrement traçables, une gestion saine du bétail et des aliments pour animaux sans OGM, des conditions qui augmentent les coûts mais renforcent l'intégrité des produits. Cette intégrité se ressent bien avant toute épreuve. Elle est présente dans le poids, la couleur, la fermeté et la légère résistance du bloc à la coupe au couteau. Les témoignages de consommateurs font écho à cette perception. Dans les critiques sur Waitrose, un client a écrit « Il a finalement le goût du beurre que nous achetions il y a 20 ans. Sans rien d'étrange dans l'arrière-goût. » Un autre, sur Ocado, a commenté « J'ai troqué les margarines contre du vrai beurre. Celle-ci m'a convaincu. » Un utilisateur de Mincenet l'a résumé, tout simplement propre et crémeux, comme du vrai beurre. Ça vaut le coup. Ce ne sont pas des compliments effusifs, mais de petites confirmations de la part de personnes qui recherchaient un beurre qui ne se dissolve pas dans le flou et ne porte pas la saveur atténuée des mélanges. En revanche, de nombreux consommateurs se sont dit surpris de la facilité avec laquelle le produit s'est intégré à leur routine, comme s'il en avait toujours fait partie. Le comportement sensoriel corrobore ces impressions. Lorsqu'il est coupé encore froid, le beurre conserve une fermeté stable sans s'effriter. Réchauffé par le pain, ils fond en douces flaques qui s'étendent en courbes lentes plutôt que de se liquéfier brusquement. La couleur tend vers un or naturel, non vibrant, mais avec une douce profondeur, un ton qui dérive du bêta-carotène présent dans le pâturage, et non d'additifs. À la poêle, une petite portion ramollit progressivement, puis brunit d'un ton discret mais caractéristique, révélant une complexité qui transcende la simple fonctionnalité. L'arôme est équilibré, sans agressivité, évoquant de subtiles notes de fruits à coque qui apparaissent naturellement, plutôt que de s'imposer brusquement. Sur les légumes, il donne une rondeur discrète, sans jamais dominer les saveurs originales. Sur du pain grillé, il se dépose volontairement, ni excessif ni ennuyeux, mais avec une présence intentionnelle. La saveur se dégage clairement, alliant une douceur subtile et une profondeur salée qui persiste tout au long de la dégustation, sans se dissiper en milieu de bouchée. Les pratiques agricoles biologiques qui sous-tendent ce produit ne sont pas de simples ornements esthétiques. Les systèmes basés sur le pâturage réduisent la dépendance à l'ensilage en permettant aux vaches de se nourrir d'une variété de graminées, dont les caractéristiques influencent à la fois la composition en graisse et le profil aromatique. Les normes des associations de sols restreignent l'utilisation d'intrants de synthèse, reconfigurant la gestion de la rotation des terres et de l'alimentation animale. Le lait arrive donc plus riche au cours du processus de barattage, et comme le beurre subit une intervention industrielle minime, sa forme finale ne nécessite pas de correction par des additifs ou des stabilisants. Tout reste proche de son origine, sans être façonné artificiellement. Le prix, à son tour, s'inscrit dans ce contexte avec sa propre logique. Nous ne payons pas pour un discours marketing associé au bien-être, mais pour les coûts de la certification biologique dans des exploitations qui gardent les animaux au pâturage plus longtemps, pour une alimentation qui évite les raccourcis et pour une chaîne de production suffisamment courte pour permettre une traçabilité sans ambiguïté. Rien dans ce produit n'est gonflé ou performatif. La valeur reflète les modèles qui lui ont donné naissance. Plus tard, dans la soirée,
Quelqu'un prend une tranche de pain sur la grille de refroidissement et y étale une fine couche de beurre noisette, la regardant couler lentement dans la mie. Pas de chichi. Aucune exagération. Juste la perception discrète qu'il s'agit de l'un des rares éléments autour de la table qui ne propose pas d'être plus ou moins qu'il ne l'est réellement. Kerrygold Pure Irish Butter s'avère être un exemple singulier de la façon dont un honnête bloc de beurre est devenu rare. Au déballage, on remarque immédiatement la solidité silencieuse d'un produit créé sans subterfuge ni dilution. Par rapport à d'autres options, sa force ne réside pas dans les stratégies marketing ou les emballages élaborés, mais dans le terrain qui la précède. Il vient d'un endroit où la pluie, les pâturages et le temps font leur œuvre bien avant qu'aucune machine n'intervienne. La base de Kerrygold est remarquablement simple par rapport aux normes commerciales contemporaines en matière de beurre, avec une teneur en matière grasse d'environ 82%, nettement supérieure au minimum britannique. Ce chiffre, en soi, ne garantit pas la saveur, mais il explique la densité perçue lors de la coupe et la façon dont il réagit à la chaleur, plus lent, plus profond et plus intense, comme quelque chose construit avec patience et non avec des additifs. Il existe une structure perceptible, pas une ingénierie artificielle, et la preuve arrive dès que la lame touche la surface. La première coupe glisse à travers un bloc qui conserve sa forme, cédant avec une douce résistance, tout en révélant une coloration d'autorité discrète, non pas le ton pâle, presque blanchâtre des mélanges hautement transformés, mais un or tiré de l'herbe, du soleil et de longues saisons de pâturage. Étalée sur du pain chaud, la fusion se fait par étapes, un ramollissement progressif sur les bords, une accumulation au centre et une lente libération d'un arôme qui s'étend sans imposition. La saveur ne s'impose pas, ça se déroule. Il porte une douceur ronde, une nuance salée sous-jacente et une profondeur qui dure, non pas parce qu'il est intense, mais parce qu'il est clair. Bref, c'est le genre de beurre qui n'a pas besoin de goûter quoi que ce soit. Il se présente simplement et se comporte comme le devrait un beurre authentique. Dans les pays d'où il est originaire, les raisons d'un tel comportement sont presque prosaïques. L'élevage laitier irlandais dépend encore largement de systèmes alimentés par les pâturages, avec de longues périodes de pâturage, de rotation des pâturages et des animaux élevés plus longtemps à l'extérieur qu'en confinement. Il ne s'agit pas d'une nostalgie romantique, mais d'une pratique agricole consolidée. Les régimes à base d'herbes augmentent les niveaux de bêta-carotène, qui donne au beurre sa couleur naturelle et intensifie la richesse de sa saveur. Un fouet en préserve l'arôme plutôt que de l'aplatir. Un traitement minimal évite la méthode courante dans les margarines moins chères consistant à séparer et recomposer la graisse pour s'adapter aux objectifs de coût, permettant à la graisse de rester intacte sans être forcée à prendre une forme artificielle. Chaque étape du processus démontre une sorte de retenue. Moins de raccourcis, moins de réglages, moins de tentatives pour étirer la graisse au-delà de sa nature. En cuisinant avec, cette modération devient évidente. Un petit cube déposé dans la poêle ne se désagrège pas instantanément. Il s'adoucit sur les bords, conserve sa couleur et commence alors seulement à brunir, dégageant un arôme constant de beurre. Les légumes acquièrent un éclat honnête et non un reflet artificiel. Les pommes de terre cuites avec révèlent une saveur plus riche, sans avoir besoin d'assaisonnement supplémentaire. Même les œufs nature s'imprègnent d'une richesse qui semble méritée et non ajoutée. Le beurre ne vient pas dominer le plat, mais l'ancrer. Son prix est plus élevé, et cette différence est justifiée par la traçabilité et non par des gadgets. Vous payez pour le temps de pâturage, pas pour les émulsifiants. Vous payez pour la teneur en matière grasse, pas pour les charges. Vous payez pour les colorants provenant de l'alimentation des animaux, pas pour les colorants. Et vous payez pour les arômes créés en amont, dans les fermes, et non en aval, dans les installations de mélange. Il s'agit néanmoins d'un produit commercial, évolutif et largement distribué, mais son identité ne se dilue pas au nom de la commodité. À la fin d'un simple toast avec Kerrygold, il reste une sensation presque rare de nos jours, la calme certitude que ce qui est consommé est exactement ce qu'il prétend être. Nous avons couvert ici 7 blocs de beurre qui, pour la plupart, se sont éloignés de l'honnêteté sans que beaucoup ne s'en aperçoivent, et 2 qui ont maintenu leur intégrité grâce à des normes rigoureuses, un savoir-faire artisanal et une consistance discrète, perceptible seulement lorsque les autres options commencent à s'estomper. Aucun produit n'a besoin d'être parfait, mais il doit être vrai, et cette vérité réside souvent dans ce qu'une marque choisit d'éliminer ou de préserver.
Avant, il suffisait d'un couteau et d'une poêle chauffée sur la cuisinière. Aujourd'hui, les rayons des supermarchés sont remplis de mélanges, de charges, de couleurs intensifiées, de textures adoucies et de promesses conçues pour paraître familières, même lorsque le goût ne l'est plus. Par conséquent, un peu d'attention fait la différence, ni la méfiance, ni la peur, mais l'habitude d'hésiter avant de tendre la main.